Ici, on est sur le site familial, une petite ferme qui a maintenant presque 6 générations. J'ai grandi avec des parents extraordinaires qui nous ont montré l'agriculture qui était à l'époque, des années 60. Donc, on a été élevé dans un milieu où tout était fait au bon moment, selon les saisons. Donc, ça a été une époque pour moi qui m'a vraiment marqué. Je me rappelle, on était reconnus en travers la famille, les cousins et les cousines, parce qu'on tirait les vaches à la main, on écrémait le lait, mais la crème comme telle, c'était une crème de 35 %. Puis ma mère faisait un fudge avec cette crème-là qui était extraordinaire. Puis le monde se demandait pourquoi le fudge à ma mère était aussi bon. Eux, ils refaisaient la recette, mais avec de la crème de l'épicerie. En fait, c'est ça la base d'un bon produit. C'est que quand tu fais un produit transformé, mais tu commences avec des produits de base exceptionnels, bien, ça ne peut qu'être bon. Fait qu'avec mon épouse, fin des années 90, on a dit on va faire une compagnie ensemble, ça va s'appeler les Viandes biologiques de Charlevoix. On va créer ça, puis on va refaire de l'agriculture, du poulet, puis du cochon, comme nous on faisait dans le temps. Le premier portrait pour mettre sur nos étiquettes de compagnie, on demande à Roberto Pinochet, qui est un peintre de la région, puis on lui dit, écoute, on voudrait quelque chose de significatif pour mettre ce qui nous représente. Et puis, il a fait la peinture qui est sur nos produits de cette grange-là. Puis c'est quelque chose qui a toujours resté. Donc, nos produits ont toujours eu cette étiquette-là, en fait, avec la peinture, avec la ferme. Puis pour nous, c'était très, très significatif. Puis c'était 2 frères. Ici, c'était Édouard. Mon père s'appelait Georges-Édouard. Puis les 2 frères avaient construit cette étable-là et ils ont construit l'autre là-bas aussi qui est rénovée, qui est verte. Fait qu'ils les ont bâtis ensemble quand ils étaient jeunes. Fait que ça a été bâti début des années 1900, la grange ici. Les premières années ont été assez difficiles, mais on y croyait et ça allait bien. J'étais allé 2-3 ans de suite à quelques reprises faire des voyages pour aller rencontrer des charcutiers, avoir des contacts, apprendre à faire le saucisson, apprendre à faire le jambon séché, etc. Fait qu'en 2004, écoute, j'ai commencé à voyager jusqu'en 2007. Puis en 2007, j'ai dit à ma blonde, on est prêt, on construit le centre de transformation. Présentement, on est rendu avec une quarantaine d'employés, avec les employés de champ, les employés de transformation. On cultive 800 hectares de céréales, on nourrit nos animaux. Donc là, on a bâti une nouvelle porcherie qui contient 180 truies avec les cochettes. Et puis, on produit environ 4000 à 4500 poulets semaine bio. Donc cette évolution-là s'est faite quand même assez rapidement, mais avec une équipe extraordinaire d'employés. Puis notre grande fierté présentement, bien évidemment, c'est d'avoir les enfants qui sont avec nous dans l'entreprise. On a Elsa qui est à la comptabilité, Félix à la porcherie, puis Alexandra dans les champs. C'est un modèle qui va bien, l'avenir se dessine bien, on est vraiment contents. Nous, on a essayé de monter avec Natacha une ambiance de travail familiale, c'est-à-dire que nos employés, la porte du bureau est toujours ouverte. On est chanceux, on a des gens constants. Je pense à mes gars de récolte aussi. J'ai des gars qui étaient à la retraite ou à la semi-retraite, sont revenus avec moi. Puis ils font un travail extraordinaire. C'est des gens d'expérience. On n'a pas besoin de se parler. Le matin, je ne leur demande même pas qu'est-ce qu'ils font. Je sais qu'ils font la bonne affaire. T'sais. On a la chance aussi dans les fermes d'avoir des Guatémaltèques. En fait, ces gens-là, ils ont changé nos vies. On a du fun avec eux, c'est des gens toujours souriants, c'est des perles pour nous. Si on ne les avait pas, ça changerait complètement la dynamique de l'entreprise. Ils disent tout le temps, quand on recrute des Guatémaltèques, d'avoir quelqu'un qui parle espagnol dans l'entreprise, mais nous, on n'a personne qui parle espagnol. Fait que nos Guatémaltèques, en fait, on lui montre le français, on prend le temps de le faire. C'est un avantage pour lui aussi parce qu'il peut s'intégrer plus dans la communauté. Moi, je pense que c'est un cadeau à leur offrir. Puis on parle doucement, on leur montre. Souvent, au début, bien, c'est pas un langage, tu diras c'est gestuel, mais ça finit par un langage. Parce que quand on fait le geste, on dit toujours le mot, puis ça va bien, l'intégration, parce que c'est des personnes hyper intelligentes. Ils apprennent extrêmement vite. Puis moi, c'est ça que je voulais. Quand ils vont dans la rue puis ils rencontrent quelqu'un, ils sont capables de jaser avec eux en québécois. Ça, pour nous, c'est une belle fierté aussi.
Bien, en 2017 est arrivé l'incendie à l'automne, le 1er novembre, je m'en rappelle encore. Les Guatémaltèques qui ont été les premiers arrivés sur les lieux, puis là, ils nous ont appelé qu'il y avait un feu. Donc, on est monté. Évidemment, il était trop tard parce que le feu couvait peut-être depuis la nuit, on ne sait pas trop. Ce qui nous a fait le plus mal, évidemment, c'est la perte des animaux, parce qu'on avait des animaux où on était très, très proches. Entre autres, on avait un mâle qui s'appelait Tiga là-dedans, qui était comme un chien qui nous suivait partout. Nos mères qu'on connaissait aussi, chacune d'entre elles, parce qu'il y avait des caractères différents. Fait que ça a été vraiment difficile de ramasser les cochons par la suite, puis de dire, bien, OK, on a tout perdu. Une semaine après, bien, on se réunissait, puis on disait, bien, écoute, on continue, on avance, on peut pas... Parce qu'on a un modèle de production où si on n'a pas nos cochons qui fournissent notre transformation, bien, notre modèle, il ne tient plus. Puis c'est ça qu'on dit à nos consommateurs. On ne peut pas acheter du cochon. Moi, je ne peux pas acheter du cochon de l'extérieur. Je ne peux pas faire ça à mes consommateurs parce que c'est les viandes biologiques de Charlevoix. Je ne peux pas faire ce genre de choses-là. Puis pour nous, éthiquement parlant, c'était une nécessité de reconstruire puis d'avoir une porcherie. Puis on s'est dit, bien, tant qu'à reconstruire, on va mettre ça plus proche du centre. On va faire quelque chose avec une porcherie qui va avoir un maximum de bien-être animal pour nos animaux, qui va être à la fine pointe de la technologie, puis c'est ce qu'on a fait. Donc on s'est dit, la seule solution, c'est de chauffer à l'eau chaude par les planchers avec un système, une fournaise qui est éloignée de la porcherie. On en est fiers aujourd'hui, puis présentement, on se dit, bien, OK, oui, l'incendie, ça a été un gros malheur, mais ça nous a fait réfléchir à des solutions, ça nous a amené plus loin. Puis la biomasse, bien, c'est génial aussi parce que, bon, on brûle en fait des écorces qui proviennent d'un moulin ici, qui sont des résidus. Fait qu'on brûle ces écorces-là qui proviennent de la forêt charlevoisienne. Fait que finalement, tout se regroupe, tout s'imbrique. Il y a 2 ans, j'avais décidé de participer à un concours en Europe au niveau du saucisson parce que je me disais tout le temps, bien écoute, en Europe, c'est nos professeurs, c'est eux qui m'ont montré. Je voudrais aller comparer un peu les produits que je fais par rapport à eux, ce qu'ils font. Puis finalement, on a gagné 2 ou 3 prix, donc, dont 2 médailles d'or puis une médaille d'argent dans des catégories. Puis ça nous a dit, bien écoute, ce qu'on fait, c'est quand même pas si mal. L'alimentation de nos animaux est complètement différente d'une alimentation d'un porc traditionnel. C'est-à-dire qu'on travaille avec des céréales qui contiennent beaucoup de fibres. Fait qu'on travaille avec des céréales comme l'avoine, l'orge, qui sont très, très fibreuses, qui ralentissent la croissance des animaux, mais qui donnent une viande et un gras qui est complètement différent. Les gens, quand ils goûtent nos viandes, des personnes assez âgées, ils disent « J'ai l'impression de manger du cochon comme quand on mangeait quand on allait à la ferme chez ma grand-mère ou chez mon grand-père. » Quand on fait cuire ça, doucement, après ça, on mange ça, c'est une viande complètement différente. Mais c'est ça qui est le fun. Quand tu as un produit dans une région que tu ne peux pas imiter, puis nous, c'est ça qu'on a voulu créer, avec notre terroir qu'on a de Charlevoix, parce qu'il a tombé un météorite, ça a façonné la région. On a des terres qui sont très rocheuses, mais on crée une céréale qui est complètement différente qu'une céréale qui est cultivée à Saint-Hyacinthe. On crée un foin qui est complètement différent. C'est pour ça qu'on a des fromages exceptionnels, c'est pour ça qu'on a des produits exceptionnels, c'est grâce à notre terroir. Le mouton noir, là, Thierry Ferré nous a fait confiance depuis les débuts. En fait, il était toujours là. Quand il est arrivé ici à Baie-Saint-Paul, il a commencé à servir notre poulet, à servir notre porc, puis il n'a jamais arrêté. Puis ça a toujours été pour lui un gage de qualité. Puis lui, c'est un Breton, puis il nous a toujours sécurisé là-dedans. Puis quand on avait des clients ou des tournages ou des choses à faire, on avait toujours les gens moutons. Puis Thierry expliquait qu'est-ce qu'il faisait, puis qu'est-ce qui était la différence de notre viande. Puis ça, bien, ça a toujours été un plus, parce que quand tu as un chef qui sert ta viande puis qui y croit, bien, c'est une grande fierté, là. C'est voir ta viande sur un menu dans un restaurant, pour un producteur, c'est comme le summum, c'est le top. Voir tes charcuteries dans un restaurant, en entrée, en cochonaille, c'est le fun, tu sais, ça motive beaucoup, puis c'est ça qui nous anime, parce que les gens nous disent, OK, ils nous font confiance. Fait que ça, c'est wow, c'est tout le temps wow.
Quand j'avais 5 ou 6 ans, je commençais, j'allais chercher les vaches le matin en arrière ici dans la montagne. Il y avait un ruisseau qui descend de la montagne, puis moi je me faisais un plaisir de boire directement dans le ruisseau quand on allait travailler au champ là-bas. Ça a fait partie de notre enfance. On n'amenait jamais d'eau au champ parce qu'on avait des ruisseaux partout sur la terre. T'sais. Ça, bien, en agriculture biologique, c'est de préserver ton environnement puis de préserver tes choses. Puis 50 ans plus tard, je vais encore dans la même montagne avec les champs qui sont là. Puis je me penche, puis je bois encore dans le ruisseau. Puis ma plus belle fierté, c'est de savoir que dans 50 ans, mes enfants vont pouvoir faire encore la même affaire. T'sais. Ça, c'est de l'agriculture durable parce que ton environnement, tu la protèges, puis tu en prends soin. Fait que ça, c'est la plus belle, je te dirais, réalisation de tout ce que je vais avoir fait. De ne pas avoir tout gâché alentour de moi, mais d'avoir respecté ce que mon père avait fait avant, puis ce que moi je fais, puis que mes enfants vont respecter ce que je fais.